Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, émission en direct du lundi au vendredi, emploi, RH, débat, analyse, expertise. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse à un sujet dont on parle beaucoup, le télétravail. Il est plébiscité, mais à condition, on va en reparler dans quelques instants, de bien s'organiser. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est une émission, vous allez le voir, centrée sur le télétravail, puisqu'on va s'intéresser aux charges de travail provoquées justement par cette nouvelle organisation. Dans le cercle RH, ça sera un grand invité, Laurent Pietraszewski. Il est le secrétaire d'État en charge de l'insertion, de l'emploi, de la santé au travail, mais aussi du dossier retraite, alors que le corps, le Conseil d'orientation des retraites, remet aujourd'hui un rapport très attendu sur le déficit de nos caisses retraites. Et puis on terminera sur notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, conseils pratiques pour réussir, c'est très important, son entretien d'embauche. Avant de découvrir tous nos invités, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, au programme de l'actualité, on commence avec la création d'une prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés. Une annonce du gouvernement publiée hier dans un communiqué. L'aide s'inscrit dans le cadre du plan France Relance. Cette prime pourra atteindre 4 000 €. Elle sera attribuée aux entreprises et aux associations, quelle que soit leur taille et leur structure. La condition, embaucher entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Enfin, cette aide concerne les travailleurs en CDI et CDD d'au moins 3 mois, rémunérés jusqu'à 2 fois le SMIC. Et puis on poursuit avec le problème des retards de paiement et Bercy a bien l'intention de mettre la pression sur les mauvais payeurs. Selon le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement publié hier, les retards de paiement atteignent en moyenne 11,5 jours fin 2019. Pour les seules PME, le manque à gagner en termes de trésorerie non disponible dans les délais s'élève à 19 milliards d'euros. En conséquence, Alain Griset, ministre des PME, veut réduire le retard et le ministre s'est confié aux Échos. Son objectif, parvenir à un retard inférieur à 10 jours d'ici fin 2021. Une solution peut-être la facturation électronique. Elle deviendra de toute façon obligatoire pour les entreprises d'ici 2023. Et pour finir, la ministre des Armées confirme son soutien à l'aéronautique. Florence Parly annonce hier la commande de 10 hélicoptères pour les forces spéciales et 12 Rafales pour l'armée de l'air. Les hélicoptères nouvelle génération seront produits par le consortium européen NH Industries. Consortium qui comprend Airbus Hélicoptères, mais aussi l'italien Leonardo et le néerlandais Fokker. La ministre met à profit le budget prévu avec le plan de relance en juin dernier. Il incluait 830 millions d'euros destinés aux commandes supplémentaires. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. C'est à vous Arnaud. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress, on commence notre émission avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Vous allez bien ? Mais très bien. On va avoir une émission qui va être assez centrée sur le télétravail parce qu'avec vos invités et puis dans quelques instants, dans quelques minutes, le ministre Laurent Pietraszewski, on reparlera absolument de marque, on reparlera de la santé au travail et du télétravail. Vous avez un invité qui justement lui est en prise directe avec ce lien entre santé au travail et télétravail. Exactement, nous sommes avec Thierry Rousseau. Thierry, bonjour. Vous êtes sur Skype, on ne se voit pas, mais on s'entend. Vous êtes chargé de mission au sein de l'ANACT, donc c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On le disait, l'évaluation de la charge de travail, elle est compliquée. On ne sait pas vraiment où placer le curseur quand on est manager sur ses collaborateurs. C'était le cas avant la pandémie, ça l'est d'autant plus avec l'arrivée du télétravail qui a complètement chamboulé l'organisation des collaborateurs et des managers. On a toujours l'impression qu'il y a un point de vue radicalement différent entre le manager et le collaborateur. Ma première question, c'est comment vraiment la considérer, cette charge de travail ? D'abord, oui, c'est vrai que de la charge de travail, on en parle un peu tout le temps, très souvent pour dire qu'il y en a beaucoup, trop, parfois pour dire qu'il n'y en a pas assez, ça peut arriver, hein, c'est tout à fait une réalité tangible dans certains cas. Il peut y avoir aussi des dissonances. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir rapprocher les points de vue. Il y a toujours une différence entre la programmation théorique du travail, hein, ce qu'on prescrit, ce qu'on demande, ce qu'on exige des collaborateurs, et la réalité de ce que font les travailleurs pour atteindre les objectifs qui leur ont été assignés.
Tout l'enjeu d'une démarche de régulation de la charge de travail, c'est rapprocher justement les points de vue, permettre l'expression du travail réel, clarifier ce qu'on veut, les objectifs, la stratégie, tout un travail en fait de rapprochement est possible et même, je dirais, nécessaire, surtout dans le cadre d'une activité aussi Alors comment on fait, Thierry? dysfonctionnelle ou en tout cas compliquée qu'on a connue, surtout le printemps dernier qui continue encore aujourd'hui. Comment on fait, Thierry, en pratique? Vous l'avez dit, hein, là, on est en temps distanciel. C'est peut-être ces poches de décompression et cette communication à la machine à café ou à la cantine, etc., sont complètement absentes, ont bouleversé complètement l'organisation du travail. Je suis avec un collaborateur, je fais un Zoom. Comment j'arrive justement à rapprocher ces points de vue, comme vous dites? Effectivement, vous avez raison de dire que c'est plus compliqué que d'habitude, hein. L'informel est un peu supprimé par le distanciel. En tout cas, il est plus difficile, il est plus compliqué. Parce qu'on sait que la charge, elle se régule aussi spontanément dans les apports des collègues. Donc, dans une situation où ces apports sont plus difficiles, plus compliqués, je pense que là, c'est vrai, et on l'a observé, pour les encadrants de proximité, ceux qui gèrent la charge de travail des uns et des autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut veiller à avoir des rendez-vous, je dirais, particuliers avec les travailleurs, hein, pas multiplier non plus les Zooms, hein. Il faut cadrer les plages horaires où on peut discuter. Il faut également prévoir des réunions collectives pour mettre en débat ce qu'on attend, pour voir quelles sont les possibilités d'entraide, hein. Il y a effectivement des moyens pour pallier aux difficultés, pallier à la non-présence, en tout cas à la coprésence. Ceci dit, la coprésence n'était pas nécessairement gage d'une bonne communication, hein. C'est toujours compliqué de réguler la charge de travail. Ça va être plus compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Il faut passer par des accords, des chartes, hein. Le Code du travail, en tout cas, invite à développer des démarches de ce type-là. La notion de régulation de la charge de travail fait une apparition aussi dans tout ce qui encadre le télétravail. Donc, il faut pouvoir s'en servir pour développer des méthodes de régulation de la charge de travail. Thierry Rousseau, juste d'un mot pour ceux qui nous regardent, pour faire un peu de pédagogie. Vous avez été créé, votre institution, en 1973. Oui. Ces contenus, hein, l'ANACT, étaient contenus dans le Code du travail. Je voulais savoir votre action concrète, parce que vous êtes coercitif, vous vous déplacez, vous donnez des conseils, vous donnez des instructions. Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, donc, on conseille, on est vraiment dans une logique de conseil et pas de contrôle, hein. Les chargés de mission peuvent se déplacer sur le terrain. Il y a toutes les ARACT aussi en région. Donc là, il y a des ressources qui peuvent être utilisées par les entreprises pour procéder à des diagnostics, des accompagnements, mener également des expérimentations. En tout cas, il y a toute une série de choses qu'on peut faire avec les acteurs de terrain. On intervient de façon toujours paritaire, hein. On rencontre à la fois les directions, les managers, les représentants du personnel, les salariés. On les accompagne dans les projets de transformation. Donc là, il y a des ressources qu'on peut mobiliser. Vous pouvez également aller sur le site de l'ANACT, anact.fr. Vous avez toute une série de ressources, d'ailleurs des kits pour réguler le télétravail, le mettre en place, discuter, prévenir d'un certain nombre de difficultés, que ce soit pour les questions d'égalité professionnelle, d'âge, etc. Les ressources sont nombreuses. On a des collections sur le télétravail également, une collection qui s'appelle les 10 questions sûres, qui donne en tout cas aux acteurs des points de vue à la fois pour réguler la charge de travail, mettre en place le télétravail, hein, puisqu'on est sur ce sujet-là, mais également toutes sortes d'autres sujets. Vous avez aussi à l'ANACT une revue dont une des récentes éditions mettait à la une justement ce sujet important de la charge de travail, pour qu'on comprenne bien quels sont les enjeux de cette charge de travail. Aujourd'hui, quand on fait des études, on s'aperçoit après la pandémie après la pandémie, on y est toujours, après le confinement, que 60% des télétravailleurs français sont stressés, et la première raison qu'ils invoquent pour expliquer ce stress, c'est la charge de travail. Pour qu'on cadre bien le débat, quels sont les risques psychosociaux ou autres qui justement sont la conséquence d'une charge trop importante de travail? On sait que trop de charge de travail, et quand on dit trop, c'est souvent quand les objectifs sont mal définis, mal
contrôlé également, que le travail n'est pas suffisamment cadré. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'effets potentiels sur la santé des personnes en termes de burn-out, de fatigue, d'épuisement. Donc de ce côté-là, effectivement, les effets tangibles existent. Alors pourquoi je pense qu'on est quand même dans une situation un peu particulière? On peut espérer au bout d'un certain temps qu'on reviendra à la normale et un télétravail qui sera davantage cadré, régulé, avec des temps de présence aussi plus forts en entreprise. On sait que là, on est quand même dans une situation de crise difficile, il faut pouvoir traverser celle-ci. Les télétravailleurs souvent se retrouvent avec des... il y a une première chose qu'on peut dire, tout le monde a été en télétravail, mais tout le monde n'est pas égal devant le télétravail. Il y a des situations de logement qui peuvent être très, très propices, d'autres non. Il y a des situations de coprésence avec la famille. Donc le télétravail, typiquement, il est là pour permettre aux personnes de travailler au calme, mais il peut y avoir des interruptions, interruptions familiales. Donc là ça devient effectivement compliqué dans cette période de crise que de bien réguler la charge de travail. Mais je pense qu'on la traversera, cette période. On trouvera sans doute à s'habituer, à mieux gérer en tout cas ce télétravail, et on pourra retrouver un télétravail sans doute plus détendu dans les mois qui viennent. Thierry, quand vous avez répondu à la question d'Arnaud, vous avez dit l'ANACT est une mission de conseil. Si aujourd'hui, on devait retenir un conseil à donner aux managers et aux entreprises pour justement bien gérer cette question et ce sujet de la charge trop importante ou pas assez de travail, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que la première chose, c'est bien sûr de discuter, de dialoguer, d'essayer d'objectiver ce qu'on entend par charge de travail. Qu'est-ce qu'on demande aux personnes concrètement? Parce que ça, c'est pas toujours évident. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on attend? Des résultats ou bien un processus? Et puis de l'autre côté, quel est le travail réel? Qu'est-ce que font les personnes? Je pense que là, il y a souvent ce travail est un peu... le travail n'est pas toujours très visible. Donc je pense qu'il faut pouvoir parler du travail réel, permettre une expression celui-ci, et essayer de rendre compatible au fond le système de contraintes qui s'impose aux télétravailleurs d'un côté et les ressources dont on dispose, que ce soit le temps de travail, les capacités d'entraide, de revoir éventuellement les objectifs. Il y a, en tout cas là, à travers le dialogue, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites et atteintes. Merci Thierry Rousseau, vous êtes chargé de mission au sein de l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci d'avoir répondu aux questions de Mathieu. La suite, Mathieu, de notre programme, dans cette rubrique Working Progress, on est parti, c'est travailler demain. Vous allez voir, on prolonge justement cette question du bien-être et de la santé au travail. C'est tout de suite. Mathieu, on vient de voir une institution créée en 1973 qui conseille, qui apporte son savoir, qui écrit, puis aussi des start-up, des sociétés qui s'intéressent à cette question de la santé au travail, du bien-être au travail. Oui, on est avec Léopold Denis. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous êtes en partie inspiré de ce que fait l'ANACT dans votre projet d'entreprise. Vous êtes cofondateur de Moodwork. Exactement. Moodwork, c'est une plateforme dédiée aux collaborateurs d'entreprise visant à améliorer leur qualité au travail. C'est une solution, donc c'est une plateforme numérique. Exactement. Qui aide les salariés à être plus heureux, à améliorer leur vie au travail. Première question toute simple, comment ça fonctionne ? Alors nous, notre objectif dans la qualité de vie au travail, c'est de rendre chaque salarié en fait acteur de sa qualité de vie au travail, parce que bien souvent, le collaborateur est délaissé, déresponsabilisé sur ces sujets. Nous, notre objectif, ça va être de mettre à sa disposition des outils qui vont lui permettre de mieux comprendre sa situation, d'agir dessus et d'être accompagné par des spécialistes. Il est déresponsabilisé, vous m'expliquez en coulisses, c'est parce que c'est d'abord les organisations qui sont impactées. Bien sûr. Alors en fait, cette qualité de vie au la base de la qualité de vie au travail sont des facteurs organisationnels et individuels qui vont impacter la qualité de vie au travail de chacun. Exemple concret, par exemple. Un exemple concret au niveau organisationnel, ça va être la charge de travail, vous en parliez tout à l'heure, ça va être est-ce qu'on accepte mes congés, est-ce que je suis autonome dans mon travail, etc. Au niveau individuel, c'est comment je vais gérer mon stress, comment je vais communiquer avec les autres, comment je vais gérer mes émotions. Comment je vais gérer mon environnement professionnel aussi ? Bien sûr, ça a un impact également. Donc l'objectif de Moodwork, c'est de travailler justement sur ces facteurs individuels et de permettre à chaque salarié d'être encore une fois acteur de sa qualité de vie au travail. Léopold, si on continue sur les constats, vous avez publié une étude Exactement. Que je vais montrer, voilà, c'est celle-ci. Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT, donc de la qualité de vie au travail, quel constat il y a dedans ? Bien sûr.
Alors, des constats principaux. déjà, c'est une étude qu'on vient tout juste de finaliser, qu'on a écrite en partenariat avec l'EM Lyon, donc l'école de commerce, et le Lab RH. Et elle avait pour objectif de montrer justement l'importance d'impliquer les salariés dans la qualité de vie au travail. Et encore une fois, on est allé sur ces deux niveaux, l'individuel et le collectif. Au niveau de l'individu, quand on implique le salarié dans la qualité de vie au travail, en fait, on va lui montrer qu'il a la capacité d'agir. Et quand on ressent la capacité d'agir, on est déjà beaucoup plus prompt à se mettre en action. La deuxième chose, c'est au niveau organisationnel. C'est donc, est-ce qu'un individu qui est plus impliqué dans la qualité de vie au travail, ça va améliorer la qualité de vie au travail de façon générale? Et la réponse est oui, bien sûr, parce que si on les interroge plus, si on comprend mieux leurs besoins fondamentaux, bien sûr, les politiques qualité de vie au travail qu'on va mettre en place vont être plus efficientes. Mais quand un salarié vous dit, moi, je n'arrive pas à gérer mon stress, j'ai une charge de travail, j'ai un problème de stress, qu'est-ce que vous lui proposez? Alors, nous, sur l'application, je vais revenir sur les trois dont j'ai parlé, l'analyse, l'action, l'accompagnement. L'analyse, le stress, c'est pas quelque chose qui arrive de façon naturelle. Il y a des causes qui provoquent ce stress. Bien sûr. L'objectif de l'analyse de Moodwork, c'est justement au salarié de comprendre d'où va venir ce mal-être, d'où va venir ce stress. Mais derrière. exogène, endogène, ça peut être un stress provoqué par soi-même ou ça peut être un stress provoqué par son manager. Exactement. Nous, dans les Vous faites questionnaires... d'abord une analyse, vous faites remonter ça. L'analyse, elle va analyser les facteurs individuels comme les facteurs organisationnels, parce que l'objectif, c'est de savoir concrètement d'où ça vient, et non pas de dire c'est uniquement la faute de l'entreprise ou uniquement la faute du salarié. Donc cette analyse, elle va ensuite permettre au salarié d'obtenir des pistes d'action concrètes pour agir sur sa qualité de vie au travail. Par exemple, pour reprendre votre exemple de la gestion du stress, imaginons que je suis stressé parce que j'ai une mauvaise relation avec mon manager, mais je n'ose pas lui en parler. Bien sûr, Moodwork, on va proposer des contenus spécifiques. C'est anonymisé, j'imagine. C'est complètement bien sûr. C'est spécialisé dans l'accompagnement individuel, donc vous pouvez imaginer surtout aujourd'hui que c'est strictement confidentiel et strictement anonyme. Et ensuite, vous avez une deuxième phase qui est très importante, c'est l'accompagnement. Et dans cette phase d'accompagnement, vous avez des coachs, mais aussi des psychosociologues, des psychologues qui interviennent pour accompagner le salarié dans sa démarche de solutionnement de ce stress-là ou des erreurs ou du mal qu'il vous a fait remonter. Exactement. En quelques mots, Léopold, pour conclure. Pour conclure, l'accompagnement de Moodwork, ce sont des psychologues, des psychologues du travail, psychologues cliniciens, coachs en effet, qui vont accompagner le salarié en chat, visioconférence ou téléphone, avec pour objectif de les accompagner de façon complètement ex nihilo s'ils ont une situation qu'ils nécessitent. Oui, liée à la confidentialité. Exactement. Ou alors en fonction du résultat de leur analyse, de l'accompagnement qu'ils ont décidé de suivre via l'action qu'on propose, etc. Donc effectivement, mais pas de présentiel, hein, j'entends bien, il n'y a pas de visio, digital. téléphone, et avec une agilité pour le collaborateur pour pouvoir joindre son psychologue. Sur son smartphone, la magie du digital. La magie du digital, effectivement, et sa souplesse, et ses contraintes parfois aussi. Merci Mathieu. Avec plaisir, Arnaud. Merci d'être venu évidemment me rejoindre. Je ne sais pas si on se revoit demain peut-être, oui. Non, demain c'est Jérémy. La semaine prochaine. Oui, je m'y perds un peu, mais en tout cas c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci à Léopold Denis, vous êtes le cofondateur et le CEO de Moodwork. Allez jeter un œil si vous avez des difficultés personnelles ou organisationnelles. C'est important, c'est pas que personnel. Merci à Mathieu. La suite de nos programmes, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va faire bien dans son job. On va pas être dépaysé parce qu'on va parler du télétravail. Justement, on reste dans la thématique. Il faut bien s'organiser. Va nous expliquer notre expert dans quelques instants. C'est tout de suite. Restez avec moi. Bien dans son job. Aujourd'hui, une thématique télétravail. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce télétravail. Il y a des syndicats qui négocient un accord interprofessionnel. On en parlera peut-être dans quelques instants avec Laurent Pietraszewski. Mais il y a aussi un aspect très concret, très organisationnel. Patricia Wedling, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH, auteur de Télétravail, mode d'emploi. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu depuis le début de notre émission. C'est pas simple le télétravail. D'abord, pourquoi, Patricia, vous avez décidé d'écrire, de travailler sur ce sujet? Pourquoi c'était important pour vous d'en parler? C'était important pour moi au regard de l'actualité, tout simplement. Du jour au lendemain, les salariés ont dû s'y mettre en mode dégradé. Ils l'ont subi puisqu'ils ne l'ont choisi. Et quand on regardait l'actualité, on voyait bien que la situation allait durer. Le virus est toujours là, il rôde, et que beaucoup d'entreprises allaient devoir continuer à permettre de télétravailler. Et on y est allé sans préparation, sans accompagnement, pour de bonnes raisons. La protection des gens, la survie des entreprises, mais sans préparation quand même. Donc c'est un choc. C'est un choc. Oui, c'est un choc. C'est un vrai tsunami dans le monde des ressources humaines et dans le monde du travail. Mais on a des avantages
on a des risques. Et l'idée, c'était de dire, écoutez, c'est pas simplement une mode, c'est un vrai mode de travail. Et si on s'y prend bien, tous ensemble, entreprises, salariés et managers, eh bien, on peut en tirer le meilleur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour aider, tout simplement. C'était ma contribution pour qu'on en fasse un vrai mode de travail pérenne et efficace. Vous qui êtes une observatrice, actrice par ailleurs, DRH, il faut un accord interprofessionnel comme c'est réclamé par les syndicats, ou est-ce qu'il faut laisser l'entreprise, je dirais, s'auto-organiser avec ses collaborateurs? Comment vous voyez les choses? Moi, je suis tout de suite pour l'auto-organisation, la co-construction, je dirais. Les textes sur le télétravail, il faut rappeler quand même, parce qu'on a l'air de découvrir les choses, ils existent depuis 2005. Ah oui. Et ils sont plutôt pas mal faits, n'en déplaise à quelques-uns. Et je suis juriste de formation et il n'y a pas plus simple en législation du travail pour mettre en œuvre quelque chose. Une charte, un accord, je dirais même une tête qu'on passe comme ça dans la porte pour pouvoir dire à son manager demain je suis en télétravail, ça fonctionne. On peut le faire, on peut le faire, un accord et à condition qu'il y ait une charte qui a été évidemment... Non, on a 3 modalités. On a la charte, ce qui est une décision, je dirais, unilatérale, l'employeur décide. On a un accord, là quand on a des représentants du président. Exactement. Et il y a l'accord entre le salarié et son manager. Donc je fais toc toc toc, Arnaud, au fait, je ne suis pas là demain, je suis en télétravail, un petit mail, ok, très bien, ça fonctionne. Et malgré ce formalisme allégé, on n'y allait pas. Et pourquoi? Les raisons sont nombreuses. Vous l'expliquez. Les raisons sont nombreuses. Liberté, manque de confiance. On se dit, il va rien faire, il va rentrer chez lui. Manque de confiance. C'est ça, c'est la base. La confiance, c'est le pilier du télétravail. Et c'est même le pilier dans toute relation de travail. Et c'était déjà... Parce que le télétravail est en train d'agir comme une grosse loupe. Tout n'est pas à mettre sur le dos du télétravail. Les mots d'hier, on les retrouve un peu plus grossis, un peu plus patents, visibles aujourd'hui. Le manque de confiance ne date pas d'hier. Le présentéisme ne date pas de maintenant. C'est pas le télétravail qui est à l'origine de tout ça. Un vieux sujet un peu douloureux, c'est-à-dire qu'on fait des heures après 18 heures pour se faire bien voir de son manager. Exactement. On ne fait pas grand-chose, mais on est là. Mais on est là, on est présent. Il y a la fameuse théorie de la veste sur la chaise. C'est ça. Il est encore là parce qu'il y a... il est encore là. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, quand vous dites à 4 heures, à 5 heures que vous partez, on vous souhaite une belle après-midi, on en rigole. On ne devrait pas en rire. Ça montre bien qu'on a un souci avec la confiance. On est encore dans ce mode managérial qui croit que parce que je te vois, tu travailles. Non, il va falloir qu'on évolue. Et je pense que ce que nous vivons est une formidable opportunité de revoir nos pratiques managériales, de revoir notre culture d'entreprise. Quelle est la place? C'est en cours, Patricia, quand même, non? J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience. Qu'est-ce que j'aimerais ça? Qu'est-ce que j'aimerais ça? Quand on voit quand même qu'à la sortie, à la fin du déconfinement, plus de 40% d'entreprises faisaient du télétravail, qu'aujourd'hui on peine à avoir 10, et il faut que le gouvernement revienne dire permettez le télétravail quand c'est possible, etc., et qu'il y en a qui vont quand même à reculons, c'est quand même extraordinaire. Moi, en début de semaine, j'étais invitée auprès d'une chambre de commerce et d'industrie, et j'avais en face de moi des dirigeants d'entreprise. J'ai commencé par un retour d'expérience, qu'on devrait déjà tous faire en entreprise. On fait une base. Et ça s'était super bien passé. Ouais. Oh, mes gars assurés, ils étaient sur le pont, génial. Et engagés, ils étaient engagés. Impliqués. Impliqués, oui. Et dans des pires conditions qui soient. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et quand je leur demande, au fait, qui aujourd'hui permet encore le télétravail? Aucun doigt levé. Retour dans sa coquille. Retour à ce que je sais faire. Retour comme avant. Et quand on demande pourquoi, ça va vous faire rire, j'ai eu des réponses dignes de gamins. Parce que... C'est des gosses. C'est le fait du prince. C'est comme ça. Non, voilà, ils reviennent, je préfère. Et puis, vous savez, Netflix, etc. Arrêtons tout ça. Ah oui, on vous explique quand même. C'est pas des enfants. Hier encore, on avait la survie. En fait. On devait protéger les gens. Et on devait assurer, quand c'était possible, la survie de l'entreprise. Et les gens étaient là, ils étaient sur le pont, ils étaient impliqués. C'est pas des gosses. Arrêtons cette infantilisation. Ce sont des gens responsables. Ils l'ont fait des fois au détriment de leur équilibre de vie privée, professionnelle. Les enfants présents, le conjoint, l'inquiétude par rapport à ses aînés. Ils ont assuré. Et maintenant que certaines conditions qui étaient... Moi, je dis chacun de ces critères était handicapant. L'urgence. La présence des enfants, le conjoint, pas de formation, pas d'outils. Et maintenant que chacun de ces critères, on peut le décocher, on peut améliorer ça,
eh bien on leur dit bah non, finalement non, revenez. Puis les prétextes existent, elles sont nombreuses. Il y en a qui tiennent. L'urgence, c'est la crise sanitaire, la crise économique, etc., etc. On n'avait pas le choix, mais on va revenir à des choses normales. Pour se projeter un peu dans l'avenir, il y a des métiers où évidemment le télétravail n'est pas possible. Il y a des métiers où il y a du présentiel obligatoire. Pour les autres, je repose ma question parce qu'il y a un vrai débat qui est en train de se poser aujourd'hui sur est-ce qu'on doit plaquer finalement le mode traditionnel du travail dans la version télétravail, c'est-à-dire on pointe, on met une caméra pour vérifier si le collaborateur est là. Cette question est posée à beaucoup de collaborateurs. Ils vont en coworking, il faudra noter l'entrée, la sortie, l'horaire. Donc finalement, c'est du travail sous caméra. Fliqué. C'est pas votre thèse, on va dire. Pas du tout. Moi, j'aimerais répéter, la confiance est le pilier du télétravail comme du travail. Il est temps, dans notre culture d'entreprise, dans nos cultures managériales, qu'on remplace la montre par des objectifs, par la confiance. Oui, bien sûr. Le temps de présence n'est pas synonyme de temps de performance. On est d'accord. Il faudrait qu'on arrête avec ça. Ça demande à ce qu'on évolue. Ça demande à ce qu'on prenne confiance. Ça demande à ce qu'on les forme, les pauvres, j'ai envie de dire. Arrêtons de les promouvoir sans leur donner les outils. Manager, ça prend, c'est un métier. Ce n'est pas juste une expertise qui est reconnue. On ne confie pas la gestion d'une équipe à quelqu'un juste parce qu'il fait de bons chiffres. Il est question de l'être, là. Donc c'est un peu plus délicat. Donc on les accompagne, on les forme et on remplace la montre par des résultats et des objectifs. Et je vais prendre votre livre, Patricia, vous me l'avez apporté fort gentiment. Donnez-le moi parce que je voudrais qu'on le montre. Vous avez beaucoup de passion pour véhiculer ce message et je pense qu'il va falloir beaucoup de passion pour faire comprendre effectivement qu'on est en train de changer de monde, de modèle. Télétravail, un mode, une mode d'emploi, jeu de mots, et vous avez rayé une, et voilà, on le voit, le mot une est rayé, ou comment passer à un mode de télétravail pérenne et efficace, écrit par Patricia Wendling. Vous êtes directrice juridique, vous avez été directrice des ressources humaines, plusieurs cordes à votre arc. Merci d'être venue, Patricia Wendling, nous rendre visite. Merci Arnaud. Et vous reviendrez peut-être débattre avec nous parce que le sujet télétravail, à mon avis, eh bien, on va continuer à en parler. Et on va en parler dans quelques instants avec Laurent Pietraszewski, qui est le secrétaire d'État, justement en charge de ces questions. Il a le dossier retraite, mais il a aussi le dossier santé au travail et télétravail. Il est donc, lui, interpellé. C'est notre grand invité dans le Cercle RH. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Merci, Patricia. Merci Arnaud. Place au cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir sur notre plateau, il est très occupé, Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent, je vous appelle Laurent, mais vous êtes le secrétaire d'État auprès du ministre du Travail en charge de l'emploi, de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Et en plus du télétravail, puisqu'on en parle depuis le début de cette émission. D'abord, sans déflorer des échanges qu'on a pu avoir avant dans une autre vie, mais quand vous étiez député et que vous êtes arrivé dans le monde politique, vous m'avez dit un jour... Moi, j'étais DRH chez Auchan, je suis dans le monde politique maintenant. Quel choc thermique. Ça vous manque pas l'entreprise, ça vous manque pas le côté concret d'être DRH, c'est-à-dire d'avoir concrètement les mains dans la pâte. Ça y est, vous êtes fait à cette nouvelle vie d'homme politique ? Ou vous avez toujours un petit œil ? Il faut considérer que c'est une mission, c'est un temps de vie. C'est un temps de vie pour moi. Donc bien sûr, d'abord, vous le savez, j'adore retourner dans les entreprises. J'essaie d'y aller au moins une fois par semaine, de bloquer une journée dans mon agenda pour être au contact de la réalité des entrepreneurs, des salariés, notamment en matière de santé au travail. Vous l'avez dit tout à l'heure, on va en reparler. Et bien sûr que c'est important de rester connecté avec ce tissu économique, cet environnement. Vous savez, dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se créent, et notamment du lien social. Donc ça vous manque pas? Ça manque toujours un peu. Un petit peu, oui, non mais voilà, toujours quand même, parce que vous aviez des responsabilités. Mais c'est une mission très prenante, vous savez, Arnaud Ardouin. La santé au travail, puisque vous l'évoquez, c'est une de vos missions principales. On abordera un peu plus tard le télétravail, mais d'abord, cette question de la santé au travail, elle a été, elle aussi, impactée par la crise Covid. Votre mission, votre action concrète de ministre sur cette question, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors, elle a évolué d'abord. Le président de la République m'avait demandé d'assurer la protection de la santé des salariés en période de déconfinement. Au mois de mai, j'ai été missionné sur ce sujet-là, aux côtés de Muriel Pénicaud. Et nous avons produit avec mon cabinet l'ensemble des 90 protocoles de sortie de confinement dans pour les organiser, entreprises. C'est ça. Absolument. Le gel, les open space.
Et tout à fait. Et tout cela en lien d'ailleurs avec les représentants des branches, des activités, donc beaucoup de travail. Vous voyez, et là pour le coup, l'expérience de l'entreprise, elle a été très utile parce que ça a permis d'aller vite et de connaître notamment les réalités que rencontrent les uns et les autres. Et puis aujourd'hui, le portefeuille est plus large puisque c'est toute la santé au travail. Donc il y a certes l'actualité et celle du télétravail en fait partie, mais aussi la façon dont on veut faire évoluer la santé au travail parce qu'aujourd'hui, c'est relativement hétérogène. Pas tout à fait la même chose quand on est fonctionnaire que quand on est salarié, et c'est vraiment pas la même chose quand on est un entrepreneur audacieux. Sur cette question de la santé au travail, s'est posé quelque chose, on vient de l'entendre, qui est tombé sur la tête des salariés, le fameux télétravail dégradé. Vous faites partie, et le gouvernement d'ailleurs le dit d'une même voix, depuis septembre, continuer, insister, développer le télétravail. Les chiffres sont terribles. Les entreprises demandent à leurs collaborateurs de revenir dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Il y a eu un télétravail plutôt massif, et puis ensuite, il y a eu un reflux. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous continuez à dire qu'il est essentiel de rester chez soi, travailler pour protéger les Français? D'abord, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est incitatif, le télétravail, que c'est superflu. Incitatif pour l'instant. Mais bien sûr, parce que nous sommes dans une situation que nous connaissons, d'ailleurs je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celle de la sortie du confinement, où ça a très bien fonctionné. On a des entreprises qui se sont appropriées le sujet, des entreprises et des représentants d'ailleurs des salariés. Il y a eu, par un dialogue social de proximité, par des échanges très concrets, la mise en place de ce télétravail, souvent d'ailleurs avec une mixité. Un temps dans l'entreprise, un temps à la maison. Oui, l'hybridation, c'est d'ailleurs une bonne façon de voir les choses. C'est ce qui ressort des études en tout cas. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'organiser la vie de l'entreprise. On peut avoir moitié moins de monde, par exemple, dans un open space, en disant, voilà, on va dire que la moitié de l'équipe vient travailler en présentiel le lundi et l'autre le mardi. Et on voit bien que rien que par une organisation comme ça qui est simple, eh bien on arrive à diviser par deux le taux d'occupation de nos bureaux. Une question plus politique, plus sensible. Les syndicats salariaux réclament l'ANI, l'accord interprofessionnel. Alors il y a eu tout un débat, ça a démarré en juin, le MEDEF a dit non. Puis en septembre, le 11, le MEDEF a dit pourquoi pas. Et puis de nouveau, les négociations ont repris. Est-ce que le secrétaire d'État, le représentant membre du gouvernement, vous dites il vaut mieux un accord interprofessionnel ou il vaut mieux plutôt une agilité au sein des entreprises? Il vaut mieux qu'on ait une réponse concrète en fonction des besoins à la fois des entreprises et des salariés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit opérationnel et que ça réponde aux besoins. Alors, je crois qu'on ne peut jamais dire qu'un ANI n'est pas intéressant. Un ANI, c'est toujours un accord national interpro, c'est toujours intéressant. Ça donne un cadre. Ça donne un cadre. Voilà. Si les partenaires sociaux, parce que ce qui est intéressant, c'est que les partenaires sociaux arrivent à trouver une voie de sortie en commun. Et s'il faut que ça passe par autre chose qu'un ANI mette une déclaration des engagements partagés, eh bien, ça peut aussi s'entendre. Je crois que là, il faut laisser à la démocratie sociale ce temps d'échange. Un mot quand même, et on va passer à l'insertion et à l'emploi, parce que c'est un de vos sujets, l'insertion. Il y a 750 000 jeunes qui vont arriver, qui arrivent sur le marché du travail. La manière dont entre guillemets, on reconfine, on ferme les bars, d'ailleurs des bars et des restaurants qui me disaient encore hier, parce que j'étais dans un restaurant, moi j'y comprends rien, j'ai pas de règles claires, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que ça rentre aussi dans vos prérogatives ou est-ce que c'est des prérogatives du ministre de l'Intérieur et des PME? Vous avez votre mot à dire, parce que c'est vrai que les patrons de resto disent mais nous on est d'accord pour faire tous les efforts, mais franchement j'y comprends rien. Bon, il y a deux choses. D'abord, il y a une question d'organisation. D'abord, c'est un sujet, vous l'avez dit, sur le fond, qui est interministériel. Quand on est au gouvernement, que ce soit Alain Griset pour les PME, que ce soit Olivier Véran pour la santé et la solidarité, ou moi-même dans la protection de la santé des salariés, nous sommes en co-construction sur ces éléments-là. Là, ça grince, ça grince sur le terrain. On n'a pas de cadre précis, on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est une de vos prérogatives, ça. Ouais, j'ai pas lu la même chose que vous, mais j'entends de façon opérationnelle aussi que c'est pas si facile que ça à décliner. Pourquoi? Parce que on a aussi ce qu'on appelle une politique territoriale en la matière. Les préfets, au regard de la situation épidémique, prennent des décisions. Et sur le fond, on voit bien que à la fois on a besoin de cette réponse territoriale, locale, en fonction de la diffusion du virus, parce que c'est ça qui amène des règles plus ou moins contraignantes, et puis en même temps la nécessité de comprendre avec presque une règle unique et simple. Et tout cela vient s'entrechoquer parfois
dans notre lecture, de façon très opérationnelle aujourd'hui, lorsque nous sommes dans les zones d'alerte maximale et renforcée, Écarlate, comme on appelle. les bars sont fermés. Vous savez pourquoi ça concerne les bars? Bien parce que Et pas les restaurants, parce que Oui, on a fait l'émission hier. disons les choses, le sujet principal, c'est le comptoir. Lorsque nous sommes en situation debout et que nous sommes parfois sur plusieurs rangées et autour du comptoir et que nous voyons bien que c'est dans cette zone-là où nous n'avons pas de masque, eh bien, enfin, soyons juste observateurs. Eh bien, c'est là que nous avons plus de chances d'avoir une diffusion du virus parce que, pour des raisons évidentes, dans les bars, quand on boit son petit noir ou une bière ou un soft, eh bien, on n'a pas le masque. Et ça, je peux l'entendre. Situation assise et situation statique. Et là, on est beaucoup moins en risque. Tiré d'une analyse américaine, dit-on, qui est très contestée elle-même, puisque visiblement le gouvernement français serait appuyé sur cette étude américaine pour considérer que le bar était plus dangereux que la table. Il suffit, au-delà des études d'être dans le bon sens. il suffit d'être de bon sens. Passons à l'emploi, parce qu'il y a ce rapport de la Cour des comptes qui est tombé hier. Alors, et là, on va toucher du doigt un sujet, je dirais, de fond, de cette quadrature entre protéger les citoyens, maintenir l'emploi, et c'est un débat, c'est une quadrature. La Cour des comptes dit, attention, la Sécu, c'est 44,4 milliards de déficit. Et Pierre Moscovici vous le dit à vous et au gouvernement et au Premier ministre, attention, il ne faut pas financer notre modèle social par l'emprunt. C'est un modèle qui fonctionne sur les cotisations. Quel est votre regard, vous, le ministre, le secrétaire d'État, qui avait en charge justement cette question de l'insertion de l'emploi? C'est très inquiétant, ce chiffre de déficit. On est à 136 milliards global, avec 5 branches de la Sécu. C'est compliqué. Comment on fait, là, concrètement? On se dit, on ne pourra jamais rembourser et régler ce problème. Bon, eh bien, d'abord, disons les choses. Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert, qui sont dans le même ministère que moi au travail, vous avez vu que nous avons une task force de ministres pour travailler sur tout ce sujet-là. Et croyez-moi, sur l'inclusion, et vous aurez peut-être l'occasion d'inviter Brigitte Klinkert, tout à fait. Elle sera, je crois, très claire. 44,4 milliards. Alors, Pierre Moscovici dit attention, si vous empruntez, notre modèle social français peut s'effondrer. Disons un mot. Il y a des décisions qui ont été prises et votées à l'Assemblée sur la dette sociale qui est générée essentiellement par une baisse de recettes. Voilà. Et pourquoi? Tout simplement, on le voit bien. Ici, vous le savez, il y a une baisse de recettes qui est liée à la crise sanitaire parce que nous avons et c'est très bien comme cela, pour permettre aux entreprises de passer le cap. On les aide. Des exonérations de charges sociales ou des charges sociales qui sont différées. Et puis tout simplement parce que l'activité s'est contractée. Ça fait partie d'ailleurs des informations que vous avez aussi ici. Et l'activité s'est contractée et donc on a moins de recettes fiscales. Logique. Voilà. Donc ça, un premier point. Et cela, on a concurrence de 92 milliards. Et cette partie de dette sera transférée à la CADES. La fameuse CADES. Voilà. Et elle sera... Caisse d'amortissement de la dette sociale. Absolument, et elle sera payée sur 9 ans, parce que c'est bien une situation exceptionnelle. Mais c'est la même chose quand on est dans une entreprise ou quand on est dans notre ménage. Conjoncturel, structurel. Si nous faisons face à des éléments qui sont conjoncturels particulièrement lourds, eh bien, nous avons recours à un étagement de notre dette dans la limite du raisonnable. Nous renvoyons pas ça au calendrier grec, c'est 9 ans. Donc c'est aussi une vision relativement ramassée de la façon dont il faut pouvoir compenser cette perte de recettes. Donc vous nous donnez un petit espoir. Vous dites on reporte cette dette sur la CADES et grâce à ça, on va pouvoir reprendre le chemin d'une réduction de déficit. Sauf que quand on regarde les aides de l'État, ce que l'État dépense aujourd'hui, on voit que c'est impossible. Le déficit, le PIB est très faible, il a chuté. Comment on fait concrètement? Beaucoup de Français, beaucoup de chefs d'entreprise se disent bon, c'est très bien, l'État met la main à la poche d'une manière historique. Combien de temps ça peut durer, ça? D'abord, l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre à l'économie de redémarrer. Et d'ailleurs, même si... Ou ne pas s'effondrer. Oui, même s'il y a des études qui sont parfois légèrement contradictoires, on voit bien que les hypothèses pour 2021 sont des hypothèses de rebond significatif. Bien sûr, tout cela peut être amendé, peut évoluer au regard de la situation sanitaire, mais c'est l'objet de notre échange depuis quelques minutes. Donc il y a, c'est vrai, une part d'aléatoire qui est liée à la situation sanitaire. Mais au-delà de cette situation qui vient de la réalité de la circulation du virus, et qui ne s'arrête pas, parce qu'on n'a pas de date d'arrêt là. Nous voyons bien que le gouvernement met sur la table des sommes considérables, vous l'avez dit tout à l'heure, mais considérables sur plusieurs niveaux, à la fois dans la transformation de l'outil de production, parce que, en fait, l'idée là, c'est pas simplement de faire face à la contraction de l'économie, c'est de se dire, nous sommes dans une situation où nous
profitons, pardon du terme, mais de cette situation difficile comme d'une pour opportunité. revisiter notre outil de production et choisir notamment de réimplanter sur notre pays de l'emploi industriel, de mettre en place des filières électriques, hydrogène, de se tourner vers les emplois de demain. Et c'est cela l'enjeu Ça du se plan fait de pas en relance. 6 mois, Laurent Pierre. On sait très bien que ces mutations, ces transferts stratégiques de secteurs d'activité, ça prend plusieurs années parfois. Et là, on a besoin d'aller vite. C'est compliqué. Et puis au même moment, on a des plans sociaux qui s'accumulent. Et des jeunes. Je voulais en parler avec vous de ces jeunes. C'est vrai qu'il faut aller vite. Vous avez raison. Et oui, parce que c'est pour ça qu'on a demandé, mais j'essaie juste sur ce point très court, c'est pour ça qu'on a demandé que le président de la République et l'ensemble du gouvernement y ait attelé, à ce qu'on décaisse à tout le moins au moins 30% de ces 100 milliards en 2021. Mais pas qu'on les décaisse parce que c'est comme ça. Pour financer ces projets de transformation qu'on vient d'évoquer. Et vous savez, j'étais dans le Loiret il y a peu Très de beau temps. département. Absolument. Il y a peu de temps. Et je suis allé notamment visiter un certain nombre d'installations horticoles. Eh bien, ils sont en train de transformer leur installation horticole et ils ont fait pour cela, ils ont rempli des dossiers au niveau du plan de relance pour bénéficier de soutien à leur investissement, pour transformer leur exploitation et la rendre plus raisonnable en matière de coût environnemental et plus productive pour faire face à la concurrence. Vous voyez, eh bien, ça, c'est un exemple concret de la vraie vie d'un employeur qui y croit, qui a envie d'utiliser ses investissements dans le bon sens. Et pour avancer et pour continuer à aller chercher des clients, 750 000 jeunes qui cherchent une alternance, qui rentrent sur le marché de l'emploi. Là aussi, un effort particulier est à faire en leur direction parce que tous, aujourd'hui, ont trouvé des écoles ou des CFA, mais ils n'ont pas trouvé l'employeur. C'est compliqué comme on fait là. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que depuis plusieurs semaines, nous avons mis en place le plan Un jeune, une solution, pour que sur ces 750 000 jeunes, personne ne reste au bord de la route. Alors ça se traduit par des éléments extrêmement opérationnels pour les entreprises comme pour les jeunes, des aides à l'embauche significatives, 4 000 euros y compris pour un CDD pour un jeune, des aides très importantes, notamment pour toutes les entreprises qui ont recours au contrat d'apprentissage, au contrat de professionnalisation. Jusqu'au master, il y a des aides qui vont jusqu'au master. Donc ça veut dire qu'on a mis sur la table des aides pour que les entreprises redeviennent, et elles le sont, les actrices de l'emploi. Parce que c'est dans les entreprises qu'on crée l'emploi, et les entreprises, elles ont besoin d'être rassurées sur ce que pourra leur coûter ces jeunes, et ces aides amènent une baisse significative du coût. Donc c'est un point qui est quand même très important. Donc on a parlé de ce que l'État et le gouvernement dépensent pour subvenir et aider les entreprises. Il y a un autre sujet, évidemment. Alors là, j'ai envie de dire, vous le négociez à bas bruit. Autant vous expliquer ici ou ailleurs qu'il faut tout mettre le paquet sur l'emploi, qu'il faut aider les jeunes. Autant sur les retraites, c'était la réforme, la grande réforme que devait mener le président de la République. Et c'est vrai que beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur sa faisabilité, c'est-à-dire un régime universel qui est maintenu avec une retraite par points en réunissant tous les régimes, qui sont des sujets explosifs, EDF, SNCF. On en est où, Laurent Pietraszewski? Est-ce que vous êtes, en parallèle de vos activités et des rencontres que vous menez avec les entreprises, est-ce que vous êtes aussi en salle des machines, mais c'est-à-dire en coulisses cette fois-ci, en négociation sur les retraites? Tout le monde s'interroge. Bon, écoutez, une partie de la réponse, déjà, vous l'avez eu au journal officiel quand j'ai été nommé. C'est que on vous a rajouté retraite. J'ai en charge la santé au travail, et toute la santé au travail, et également les retraites que j'avais auparavant. C'était un message, c'est pas juste en termes de boutade, parce que je pense que vous percevez bien l'importance du message qu'a voulu passer le président de la République. Et dans je n'abandonne pas la réforme des retraites. Aux côtés d'Elisabeth Borne, dans le gouvernement de Jean Castex. Ce message, il n'est pas uniquement parce que nous avons un engagement contractuel, politique avec les Français depuis 2017. Il est aussi parce que nous croyons beaucoup à la nécessité, et je crois beaucoup, à la nécessité de faire évoluer ce dispositif que vous avez décrit. Les régimes spéciaux, comme on les appelle. Ce dispositif qui est très hétérogène, multiple, où sur le fond, on produit beaucoup d'inégalités et où on a du mal à s'y retrouver les uns et les autres.
Ça, c'est le discours que vous teniez lorsque vous étiez dans le gouvernement précédent, et ça, on l'entendait. Inégalité entre certains régimes spéciaux, le régime des fonctionnaires, le régime du frais, tout ça, tout le monde l'entendait. Aujourd'hui, en fait, dans une situation de chômage qui est terrible, on va atteindre les 10%, et les retraites, ce sont les cotisations sans travailleurs, sans salariés, pas de cotisation. La réforme est en danger. La crise Covid est en train, je dirais, de faire tomber cette stratégie. Alors, on redit un mot sur la situation du régime actuel. Vous avez raison de dire que le régime actuel va avoir moins de recettes, et oui. donc il va être en difficulté. On attend. C'est quoi, c'est le rapport du corps, c'est 20 milliards. Voilà, on attend le rapport du corps qui va sortir mi-octobre. Et puis, vous savez que tous les ans, il produit un rapport très circonstancié sur les différents leviers qui permettent d'équilibrer le régime. On le sait. Et ça, c'est fin novembre. Si on regarde les chiffres que nous avions en juin, autour d'une vingtaine de milliards, effectivement, vous êtes bien informés. On verra ce qu'il nous dira au regard des dernières évolutions en matière économique et sociale dans quelques jours. Il y a un premier point qui est celui de la réalité du système actuel, qui est un système qui d'ailleurs structurellement est en déficit. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire, il aurait manqué cette année entre 3 et 4 milliards. Et il aurait manqué d'ailleurs un peu plus, chaque année. Il y a plus de sorties que d'entrées, c'est le débat. Au moins jusqu'en 2040. Et la réalité de ce déficit qui est lié à la réduction de l'activité économique. Augmentée par le Covid. Voilà. Donc, difficulté. Deux points. Ça, c'est le système actuel. Il faudra que nous en échangeons avec les partenaires sociaux. C'était exactement l'objet de la demande du Premier ministre Jean Castex au corps. Dès le début, à son arrivée. C'est qu'il faudra que nous puissions en échanger avec les partenaires sociaux. Mais vous avez recommencé à négocier avec les partenaires sociaux ou pas? À bas bruit. Nous attendons d'avoir le rapport du corps. Je crois que tout le monde est aussi dans cet échange. Mais il ne vous a pas échappé, parce que vous êtes un connaisseur sur le fond de la vie économique et politique. Il ne vous a pas échappé que quand on est en responsabilité, et d'ailleurs c'est heureux que le gouvernement, Elisabeth Borne et moi-même, et Jean Castex, ne nous interdisions rien dans des échanges avec les partenaires sociaux, parce que c'est important dans le dialogue social de pouvoir se parler régulièrement. Je repose ma question simplement. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer à relancer la machine de l'emploi pour réfléchir à une réforme des retraites qui soit stable? Mais vous avez sans aucun doute raison sur le fait qu'il y a des priorités. Dans l'ordre. Quelle est la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est d'ailleurs l'objet de notre échange depuis 20 minutes, c'est l'emploi, c'est la situation des entreprises, c'est comment on aide les entreprises à passer cette crise, parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Comment on les met en situation... qui font de la cotisation. Voilà, comment on les met en situation de réussir et de se transformer au travers notamment du plan de relance et des opportunités que nous avons mis sur la table. Bien sûr que c'est ça la priorité, et vous savez, le Premier ministre Jean Castex l'a dit, mais il y a déjà plusieurs semaines, je crois que c'était au micro je crois de la matinale la plus écoutée de France, d'après ce que j'ai entendu. Et il avait bien précisé déjà à ce moment-là que son rôle était de définir la priorité du gouvernement, et que la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi. Emploi, mais vous nous dites sur ce plateau que cette réforme des retraites n'est pas abandonnée, vous nous le confirmez, dans sa philosophie d'une réduction au courbouillon de ces régimes spéciaux, parce que c'était un des éléments de cette réforme. Et Arnaud, on a une réalité. Nous avons vu que pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'empathie développée pour les hôtesses de caisse, les employés de la logistique, les personnes qui sont venues le matin des petits salaires, ramasser nos poubelles. Eh bien, tous ces gens-là, ce sont les grands perdants du système actuel. Donc oui, moi je veux que l'on puisse dire à tous ces gens-là qui ont été en deuxième ligne, en soutien de l'activité. Vous aurez au bout une retraite. Vous aurez une meilleure redistribution que dans le système actuel. Oui, ça c'est un engagement de fond. Moi je crois à la redistribution, et je crois que tous ces Français et toutes ces Françaises méritent qu'on s'occupe d'eux. Avant de nous quitter, il y avait cette clause du grand-père. Alors ça avait été un grand débat sous l'ère Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. La clause du grand-père, vous la maintenez ou pas? Cette idée de... voilà, ça ne concerne pas ceux qui... Mais ça concerne ceux qui vont arriver. Ce qui a été le cas pour la SNCF, par exemple, puisque la réforme s'appliquait à ceux qui entraient dans l'entreprise, mais pas à ceux qui étaient déjà. On ne modifie pas le contrat de travail en cours de route. Il y avait ce débat qui était posé. On ne change pas les règles en cours de route. Ça vous a été posé comme ça? Non, mais j'entends bien qu'il y avait des débats qui étaient posés avant... C'est choquant. Avant la crise sanitaire et économique. Et qui vont revenir d'ailleurs. Oui, mais je pense que
vous avez entendu aussi le message, je crois que vous l'avez sur le fond relayé là il y a quelques instants. On ne peut pas regarder les choses aujourd'hui comme on les regardait il y a 8 mois. Entre deux, il y a eu la crise sanitaire. Un choc. Nous avons absolument, et nous avons la nécessité de marquer cette solidarité, ce besoin que nous avons d'être ensemble. Et donc cette transformation du système de retraite, nous allons le faire dans un contexte pacifié. Donc à toutes ces questions qui sont bien sûr, les je syndicats comprends vous sur la attendent, table, évidemment. eh bien nous aurons à travailler avec les partenaires sociaux le moment venu. Mais ne m'en veuillez pas de ne pas être pas plus répondre à ma explicite. clause du grand-père. Ah oui, de ne pas être plus explicite parce que en fait, J'ai l'impression que c'était réglé ce dossier. ces sujets-là, ils doivent être réévoqués, reconstruits. Moi, je crois au dialogue social, et je crois au dialogue social au moment où il est opportun sur chaque sujet. Le dialogue social aujourd'hui, c'est l'emploi. Ouais. Vous savez, vous avez peut-être prévu de m'en parler tout à l'heure, mais notamment l'emploi des seniors. On a parlé des jeunes. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que l'emploi des seniors, c'est aussi un sujet très important. On en parle très régulièrement dans l'émission, on n'a plus le temps, mais c'est vrai qu'il y a un débat sur les seniors. Selon l'INSEE, c'est 45 ans. Hein. Alors, moi, j'aime pas c'est trop ça quoi parce que. Bah, c'est horrible. Ouais, je me souviens moi-même, bah, j'avais reçu dans ma boîte aux lettres de la part de mon ancienne entreprise il y a quelques années. Vous avez... Cher Laurent, tu vas donc bénéficier maintenant d'un entretien spécial senior. Alors j'avais dit ah bon, pourquoi je reçois ça? Et alors c'était un peu Vous ma êtes faute trompé. puisque j'étais concerné. Hein, et on l'envoyait à toutes les personnes qui avaient plus de 45 ans. Moi je crois qu'il ne faut pas regarder ça au travers d'un prisme de l'âge. Mais par contre la réalité, c'est que nous avons besoin. Et ça, je crois que c'est vraiment une responsabilité aussi des entreprises, de valoriser l'expérience, de valoriser la connaissance des choses. Évidemment. Et je crois que là, il y a plein de solutions pour maintenir dans l'emploi et offrir aussi des parcours professionnels riches à tous ceux qui ont de l'expérience. Et qui l'apportent avec un système de tutorat, parce qu'il y a des jeunes qui rentrent et qui en ont besoin. Mais pas que. Mais que les entreprises vous entendent, Laurent Pietraszewski, qu'elles vous entendent, parce que c'est vrai que beaucoup de cadres, et vous le savez, sont parfois sortis de leur entreprise à 50, 55 ans. Et c'est évidemment un drame qu'ils ne retrouvent pas de travail derrière. Merci d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Secrétaire d'État, alors vous avez vraiment l'interministériel, puisque c'est le travail, l'emploi, l'insertion, les retraites à mots couverts, mais aussi le télétravail qui est un sujet évidemment qui vous occupe. Merci Laurent Pietraszewski. Restez avec nous peut-être ou pas, mais c'est notre dernière rubrique, c'est Fenêtres sur l'emploi. Ça vous intéressait en ancien DRH, c'est comment réussir son entretien d'embauche. Bah oui, c'est vital. Allez, on regarde ça ensemble. Moustapha Benkhalfat, directeur et fondateur de Jobtimize. Jeu de mots, Moustapha. C'était très intéressant parce que votre structure accompagne les personnes en quête de poste dans toutes leurs démarches. Ça va de la rédaction du CV, c'est classique, évidemment, à la préparation de l'entretien, qui est toujours le moment un peu d'angoisse. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je m'habille? Quels sont les mots-clés? Dites-nous concrètement... pourquoi cette idée, pourquoi vous avez créé cette structure? D'abord, en quelques mots, vous avez le secrétaire d'État là, en charge de l'insertion, de l'emploi et du télétravail. C'est intéressant. Écoutez, avec plaisir, bonjour. La création de Jobtimize était consécutive de plusieurs demandes, parce que dans une autre vie, j'étais dans l'enseignement supérieur, donc j'ai fondé un groupe d'éducation, et des DRH qui étaient membres de jury pour les entraînements aux entretiens des grandes écoles, m'expliquaient qu'il faudrait que la préparation proposée à nos étudiants soit également proposée aux candidats qu'ils recevaient en entretien. Donc on a commencé il y a 10 ans, et puis en explorant cet aspect de la gestion de carrière, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de besoins. Et ce qu'on a fait chez Jobtimize et que l'on continue à faire, c'est d'aller demander aux DRH actuels et anciens, à tous les recruteurs, aux entrepreneurs, aux patrons de PME, ce qu'ils attendent, et de connecter ça avec les prestations des candidats. Le but est vraiment de connecter les attentes qui sont en évolution permanente, et c'est pas en ce moment que je serai démenti, avec la façon dont les candidats mettent en valeur leur qualité pour obtenir les postes. Moustapha, juste d'un mot, Laurent Pietraszewski, vous étiez DRH, si vous aviez une question comme ça rituelle, avec vous sentiez un candidat à l'œil, à la façon dont il s'exprimait, il y avait évidemment son CV bien entendu, mais dans le feeling humain, qu'est-ce qui attirait votre œil quand vous recrutiez chez Auchan? Moi j'ai beaucoup travaillé comme Moustapha sur les profils, et
c'était même, on va dire, mon cœur de métier, le développement RH. Bon, je crois que c'est bien d'avoir à la fois une définition du profil, mais je pense que c'est bien d'avoir des éléments clés. Vous savez, moi, je ne crois pas beaucoup à la perception, la sensibilité uniquement. Je crois que ça, c'est l'intuition, ça marche pas que. Je crois qu'il faut être sur des éléments objectifs, et c'est comme ça qu'on fait un bon recrutement, en allant chercher à la fois les compétences, mais on peut aussi parler des soft skills. Voilà, c'est vrai que les aspects de personnalité sont des éléments intéressants pour regarder comment ça va fonctionner dans l'équipe, dans l'écosystème de l'entreprise. Moustapha, juste d'un mot, c'est intéressant d'entendre un ancien DRH, parce que là, il est évidemment avec sa casquette de ministre, mais il a recruté. Les soft skills, et j'entends, le recrutement, c'est pas de l'intuition, c'est pas justement du feeling, parce qu'on s'est bien entendu 5 minutes dans le bureau. Il y a des éléments tangibles, concrets. Tout à fait. Et justement, tout le travail, ce n'est pas que l'entretien, par exemple, dans la préparation de l'entretien d'embauche, tout le travail de Jobtimise, ce n'est pas que ça fonctionne parfois, mais que ça fonctionne presque à tous les coups. Et c'est là où l'on passe de quelque chose qui est de l'ordre du feeling à quelque chose de beaucoup plus disséqué. Donc, par exemple, pour faire la démonstration de ces soft skills, le mieux reste de proposer des exemples, d'expliquer à travers des exemples d'expériences antérieures comment on a mis en œuvre ces soft skills. Et donc, c'est vraiment dans la préparation de ce récit que l'on va être convaincant et qu'on va justement éliminer les aléas. Ce qu'il y a de pire pour un candidat lorsqu'il passe un entretien d'embauche, c'est pas de le rater. Parce que parfois, il vaut mieux le rater parce que le mariage aurait été malheureux. Le pire, c'est de rater un entretien, de rater une opportunité n'étant pas soi-même, en n'ayant pas montré qui on était et ce que l'on aurait pu apporter à l'entreprise. Donc c'est ça qu'on travaille. Moi j'aime beaucoup votre mot récit, c'est-à-dire que dans la façon dont on se présente, il faut être aussi en capacité de pouvoir, j'allais dire, se raconter, de raconter un récit, de faire un fil rouge qui viendrait relier tous les éléments du CV et de sa personnalité. Donc. Vous parlez du CV, on parle de l'entretien d'embauche. Ce qui est le plus intéressant dans mon travail, c'est que souvent les personnes sont dans un acte de communication sans être conscients et sans le nommer. Quand vous rédigez un CV, d'abord et avant tout, un CV est un acte de communication. Donc la question n'est pas de se conformer à des codes parfois imaginaires, mais de bâtir un CV qui prenne en considération les attentes et les besoins de l'entreprise, qui sache mettre en valeur ce que vous allez pouvoir combler en matière d'attente, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Au niveau du récit en entretien d'embauche, c'est la même chose. Le but n'est pas de raconter sa vie, ou justement aujourd'hui vous avez des mots comme storytelling qui sont à la mode, mais moi c'est plutôt de faire un inventaire efficace, et on a inventé des méthodes pour aider les personnes à faire ces inventaires, un inventaire efficace de tout ce qu'on a pu développer comme qualité. On parle de soft skills, mais aussi de hard skills, comme compétence, et lorsqu'on va répondre à une question, avoir ça en tête, fabriquer quelque chose qui soit convaincant pour le recruteur. Le recruteur n'a pas beaucoup de temps. Merci. Et il a besoin d'être rassuré. Merci. Et nous, malheureusement, aussi à la télévision, on en manque souvent du temps. Moustapha Benkalfat, directeur et fondateur de Jobtimise. J'ai vu Laurent Pietraszewski, l'œil frisant, parce que c'était le DRH là, qui vous écoutait. Vous ne retirez pas un mot de ce qu'il a dit? C'est parfait. Je crois beaucoup aux mises en situation. Je crois beaucoup, effectivement, à l'explication de ce qui a été réalisé concrètement dans les activités, les expériences précédentes. C'est comme ça qu'on arrive à mesurer les compétences et l'adéquation avec le poste cible. C'est intéressant d'entendre d'ailleurs, parfois il vaut mieux rater un entretien parce que le mariage se serait mal fait, ça aurait été un divorce assuré au bout, c'est ça aussi. Il faut savoir dire à quelqu'un, vous êtes formidable mais je ne peux pas vous recruter. Ça colle pas, ça ne matche pas. Si vous aviez un peu plus de temps, vous viendrez nous voir plus souvent pour parler des RH. C'est vrai, mais j'ai aussi une mission super passionnante. Oui, vous avez un peu autre chose à faire. Merci d'être venu. C'est la fin de notre émission. Merci Laurent Pietraszewski. Merci à tous ceux qui m'aident à préparer l'émission. Évidemment, Fanny Griesmer qui est en régie. Et puis toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous regardez. Merci à tous ceux qui réagissent sur Internet. Continuez évidemment. Je serai là demain. C'est le cercle des experts. Et bien, on va s'intéresser justement au rapport de la Cour des comptes, aux retraites et à tous les sujets d'actualité autour de l'emploi et des RH. Je serai là, même lieu, même heure. À demain.